Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Tout ce qu'il y a de décisif dans la vie se produit au-delà de l'intelligence rationnelle. Robert Musil, romancier autrichien 1880-1942. Dédicace à Natacha Nlandu-Lukwasa, ma tendre épouse, qui m'a toujours encouragée et soutenue dans toutes les circonstances de ma vie et surtout lorsqu'il s'agit d'entreprendre une œuvre scientifique. À mes enfants, Jay Félicien, Vianne Norty, Gift Luciana, Praise Claudia et Arturo Ben Lukwasa pour les quelques privations lorsqu'il a fallu que je me concentre sur la rédaction de cet ouvrage. Daddy Arthur Lukwasa. À ma très chère épouse Dr Rachel Neudaillé et à mes enfants bien-aimés, Trésora, Vitali, Frédéric Messi et Marie Kimberly Ntumba. Trésor Ntumba. Avant-propos. Cet ouvrage traite de la gestion des finances publiques de la République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, dans son contexte politique, socio-économique et des réformes budgétaires. Il est le fruit des enseignements que nous dispensons sur les finances publiques, de nos expériences professionnelles et des discussions que nous avons toujours eues, soit ensemble, soit avec les autres praticiens des finances publiques, aussi bien du ministère du Budget que des Finances. Le présent ouvrage n'a pas la prétention d'aborder toutes les questions des finances publiques de la rez-de-chaussée, moins encore toutes les procédures, tous les outils et méthodes. En conséquence, toute suggestion dans le sens de son perfectionnement dans les prochaines éditions sont les bienvenues, et leurs auteurs en sont d'avance remerciés. Les données des exercices qu'il contient sont fictives, et sont utilisées à des fins purement pédagogiques, mais un effort a été fait pour les rapprocher des réalités des finances congolaises. Nous ne saurions terminer notre propos sans remercier le professeur Donatien Kabanga, doyen de la faculté de l'économie et développement de l'Université catholique du Congo et professeur des finances publiques, d'avoir accepté de préfacer cet ouvrage. Nos remerciements s'adressent également à M. Adolphe Mboulou Ngoudi, secrétaire général de l'administration publique et formateur de correspondance administrative à l'École nationale d'administration de la rez-de-chaussée pour la relecture du manuscrit, et à M. Timon Lizumbu pour sa mise en page finale. Les auteurs. PREFACE. L'ouvrage que nous offrent Daddy Arthur Lukwasa et Trésor Ntumba est essentiel à plus d'un titre. Il réalise tout un exploit de concilier la théorie et la pratique économique des finances publiques. À travers cet ouvrage, il met en évidence l'utilité des finances publiques comme outil de gestion financière publique. En effet, à l'instar des autres disciplines, les finances publiques enseignées dans les universités devront être approfondies des cas pratiques, en vue de concilier la théorie à la pratique et en avoir une compréhension approfondie. Cette exigence est beaucoup plus accrue pour les finances publiques, dans le contexte de l'éveil des citoyens en ce qui concerne la gestion de la res publica. Du coup, l'ouvrage intitulé Pratique des finances publiques, acteurs, outils, procédures et méthodes qui tombent à point nommé ne se limite pas à être le simple complément des manuels des finances publiques. En réalité, et c'est à mes yeux le second apport essentiel de cet ouvrage est qu'il essaie de présenter les acteurs, les outils, les procédures et les méthodes avec questions et casus résolus. La démarche de présentation de la pratique des finances publiques est conduite avec force et cohérence, qui sont les marques des chercheurs confirmés, des enseignants des finances publiques et en même temps des praticiens dans les services publics fortement impliqués dans la gestion des finances publiques. En somme, nous disons que les auteurs ont réalisé un ouvrage dont la portée scientifique et pédagogique est indéniable, de surcroît sur un domaine très complexe. Nous les félicitons pour leur volonté de contribuer à la science des finances publiques, et recommandent vivement la lecture de cet ouvrage. Que seuls ceux qui exposent et s'exposent méritent le respect. Dr Donatien Kabanga Muzo. Professeur ordinaire. Doyen de la faculté d'économie et développement. Université catholique du Congo, UCC. Introduction. Objectif poursuivi par l'ouvrage. Les questions des finances publiques intéressent chaque jour plus d'un citoyen, peu importe sa situation professionnelle, son statut matrimonial, son genre, son secteur d'activité, son milieu de résidence, son niveau d'études, sa tribu, son orientation politique, etc. Chaque citoyen prend de plus en plus conscience que la bonne tenue des finances publiques
constituerait un gage de développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Ce sujet suscite plusieurs questionnements. À tort ou à raison, et de manière récurrente, des questions fusent dans la population et corps de métier. Nous citons. Quelle est la hauteur du budget ? Qu'est-ce que ce dernier représente par rapport au budget d'un pays comme l'Angola par exemple, vu la grandeur de la rez-de-chaussée et le nombre de sa population ? Le potentiel en ressources naturelles est-il valablement reflété dans le budget ? Est-ce que le budget prend en compte des engagements internationaux comme l'accord de Maputo ? Quelle est la part du budget réservée au secteur de la santé ? La prise en compte de la gratuité de l'enseignement sera-t-elle effective dans le cadre du présent budget ? Le budget a-t-il pris en compte le nouveau barème des enseignants et des magistrats, tel que négocié avec le gouvernement ? Le salaire des fonctionnaires sera-t-il indexé au taux d'inflation, pour que ceux-ci retrouvent leur pouvoir d'achat ? Le gouvernement a-t-il prévu dans le budget un montant conséquent pour le paiement de la dette intérieure ? Le gouvernement a-t-il prévu dans le présent budget la construction des écoles dans la province du Kwilu ? Le montant de la rétrocession des recettes à caractère national aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, ETD, prévu dans le budget est-il conforme à la Constitution ? Les réponses idoines et réalistes à ces questionnements requièrent une connaissance de la gestion des finances publiques, sans laquelle il serait difficile de porter un jugement de valeur sur la volonté de la prise en compte par le pouvoir public des préoccupations soulevées. Dans le contexte des finances de la rez-de-chaussée qui sont en pleine mutation d'une gestion axée sur les moyens vers une gestion axée sur les résultats, cet ouvrage veut, en des termes clairs et simples, décrire la gestion des finances publiques telle qu'elle est pratiquée. Il se veut par ailleurs un instrument pouvant permettre aux fonctionnaires, chercheurs, étudiants, journalistes, organisations de la société civile, députés, sénateurs et autres, de se familiariser avec les acteurs, les outils, les procédures et les méthodes de gestion des finances publiques, en vue d'une meilleure appropriation, d'une meilleure compréhension et d'une discussion motivée sur l'action publique. Évolution du cadre juridique des finances publiques. Le cadre juridique des finances publiques de la rez-de-chaussée a subi de grandes évolutions. 1980, loi financière numéro 80006 du 22 janvier 1980. Suivant cette loi, le budget de l'État était constitué du budget général et de budgets annexes comprenant les budgets des villes, des zones urbaines et des collectivités. 1983, loi financière numéro 83003 du 23 février 1983. Cette loi prenait en compte les implications de l'ordonnance loi numéro 82006 du 25 février 1982 portant organisation territoriale, administrative et politique. Elle octroyait, sous conditions, l'autonomie financière aux entités administratives décentralisées, EAD. 1987, loi financière numéro 83003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance loi numéro 87004 du 10 janvier 1987. Cette loi a concrétisé l'autonomie financière des EAD matérialisée sur le plan budgétaire par la distinction du budget de l'État de ceux des EAD, le non-émargement des budgets des EAD dans les budgets annexes et la création d'un fonds de péréquation. 2011, loi numéro 11011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, LOFIP. Cette loi fixe, conformément à l'article 122.3 de la Constitution, les règles concernant les finances publiques. Elle fixe également les règles spécifiques relatives à l'affectation des ressources et des charges, à l'élaboration, la présentation, l'adoption et à l'exécution des budgets du pouvoir central, des provinces et des ETD. Elle est dictée par la nécessité de prendre en compte le contexte de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 qui consacre notamment la libre administration des provinces et la décentralisation. Les différentes réformes en matière des finances publiques engrangées par le pays depuis 2002, à savoir les intervenants à la chaîne de la dépense, le report des crédits d'une année sur l'autre et la révision de la nomenclature budgétaire. Les exigences d'une gestion moderne des finances publiques axée sur les résultats, à travers les outils tels que le cadre budgétaire à moyen terme,
les cadres des dépenses à moyen terme et le budget programme. Source des finances publiques. La LOFIP est la principale source juridique qui réglemente la gestion des finances publiques en rez-de-chaussée. À celle-ci, s'ajoutent d'autres textes réglementaires qui constituent ensemble une référence juridique dans la gestion des finances publiques. Il s'agit principalement des textes suivants. Loi numéro 010010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. Loi numéro 08012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Ordonnance loi numéro 18003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central. Ordonnance loi numéro 18004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'ETD ainsi que les modalités de leur répartition. Ordonnance loi numéro 10002 du 20 août 2010 portant Code des douanes. Ordonnance loi numéro 18002 du 13 mars 2018 portant Code des accises. Code général des impôts. Décret numéro 13050 du 6 novembre 2013 portant Règlement général sur la comptabilité publique, RGCP. Différentes lois de finances de l'année. La loi numéro 010010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics fixe les règles régissant la passation, l'exécution, le contrôle ainsi que le contentieux des marchés de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles passés par le pouvoir central, les provinces, les ETD, les entreprises publiques et les établissements publics. La loi numéro 08012 du 31 juillet 2008 détermine les principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, de leurs compétences et de leurs ressources. L'ordonnance loi numéro 18003 du 13 mars 2018 fixe la nomenclature des recettes non fiscales, droits, taxes et redevances, à percevoir à l'initiative des administrations et services d'assiette relevant du pouvoir central. L'ordonnance loi numéro 18004 du 13 mars 2018 fixe la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative des administrations et services d'assiette relevant de la province et de l'ETD ainsi que les modalités de leur répartition. L'ordonnance loi numéro 10002 du 20 août 2010 portant Code des douanes fixe la législation douanière et édicte les dispositions légales et réglementaires pour son application. L'ordonnance loi numéro 18002 du 13 mars 2018 portant Code des accises organise la législation des accises et les dispositions légales et réglementaires de son application. Le Code général des impôts détermine la matière imposable, les conditions de fixation de la matière imposable, du taux de l'imposition et la procédure de recouvrement de l'impôt. Le décret numéro 13050 du 6 novembre 2013 portant Règlement général sur la comptabilité publique fixe les règles fondamentales régissant les opérations budgétaires, les opérations de trésorerie et de patrimoine, la comptabilité et le contrôle des opérations financières de l'État ainsi que les acteurs de l'exécution du budget. Ce texte vient en remplacement du décret du 6 octobre 1885 sur la comptabilité de l'État, de l'arrêté royal du 18 décembre 1951 et de l'ordonnance législative numéro 34-242 du 10 juillet 1952 portant Règlement général sur la comptabilité publique. Les différentes lois de finances de l'année peuvent modifier certaines dispositions fiscales ou douanières des codes des impôts, des douanes ou des accises. Organisation de l'ouvrage. Le souci d'atteindre l'objectif visé par le présent ouvrage conduit sa structuration en 4 parties et 10 chapitres assortis d'encadrés, d'exemples et d'illustrations. La première partie porte sur les considérations générales sur les finances publiques et comprend 3 chapitres qui discutent sur les questions générales des finances publiques, à savoir les ressources et les charges publiques, chapitre 1, la décentralisation financière, chapitre 2, et le budget du pouvoir public, chapitre 3. La deuxième partie, intitulée « Processus budgétaire », comprend 4 chapitres qui discutent des acteurs, de la procédure, des méthodes et outils du processus budgétaire. Les chapitres s'y rapportant sont Préparation et élaboration de la loi de finances de l'année, chapitre 4, Exécution de la loi de finances de l'année, chapitre 5, Comptabilité publique, chapitre 6 et Contrôle des finances publiques, chapitre 7.
La troisième partie comprend 3 chapitres qui abordent les questions liées à l'élaboration des lois de finances complémentaires, chapitre 8, au compte unique du Trésor, chapitre 9, et au budget programme, chapitre 10. Enfin, la quatrième partie est consacrée aux questions à choix multiples, QCM et casus résolu. Première partie, CONSIDERATIONS général sur les finances publiques. Chapitre 1 Ressources et charges publiques. Selon une définition consensuelle, les finances publiques sont l'étude des moyens par lesquels le pouvoir public se procure des ressources nécessaires à la couverture des dépenses publiques dans l'intérêt du bien-être général. De façon spécifique, les finances publiques étudient la manière dont le pouvoir public mobilise les recettes et comment il les affecte. Ce qui suscite 3 questions majeures qui constituent le fondement même des finances publiques, à savoir comment le pouvoir public mobilise les ressources. 2. Comment affecte-t-il ces ressources? Et 3. Comment faire pour que cette mobilisation et cette affectation créent le bien-être social et national? Ce sont ces questions qui sont abordées dans ce chapitre. 1.1 Ressources publiques. Les ressources publiques sont des sommes d'argent dont a besoin le pouvoir public pour couvrir ses charges. Elles proviennent des impôts, des taxes, de l'emprunt, des dons et des legs. L'impôt. A. Définition. Les dépenses publiques sont principalement financées par l'impôt. Celui-ci fournit la plus grande partie des recettes qui sont introduites dans le secteur public de l'économie. Les impôts constituent en règle générale la principale source de financement de l'État. La définition doctrinale de l'impôt le définit comme une contribution pécuniaire requise sur des personnes physiques ou morales, par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie directe visible, en vue de couvrir les charges publiques et de permettre au pouvoir public d'effectuer certaines interventions dans le domaine économique et social. GES 2011 va dans le sens de la définition évoquée ci-dessus, en définissant l'impôt comme un prélèvement obligatoire déterminé sur les ressources ou les biens des personnes physiques ou morales et payé en argent pour subvenir aux dépenses d'intérêt général de l'État ou des collectivités locales. L'impôt est une prestation pécuniaire, requise des contribuables, par voie d'autorité, d'après leurs facultés contributives, à titre définitif et sans contrepartie directe, afin d'assurer la couverture des charges publiques ou d'atteindre les objectifs fixés par la puissance publique. B. Principes généraux qui régissent les impôts. Partant des définitions ci-dessus, l'on déduit les principes de l'impôt suivants. L'impôt est une prestation pécuniaire, c'est-à-dire il est versé à l'État en argent. L'impôt atteint les personnes physiques ou morales. À ce titre, l'impôt est une imputation sur les revenus des citoyens, personnes physiques ou morales, mais en définitive et d'une façon générale, ceux qui paient l'impôt sont des personnes physiques. L'impôt tient compte des facultés contributives de chaque citoyen. Tout citoyen est assujetti à l'impôt, mais cette soumission est relative à la richesse de chacun. Ceci implique que celui qui a plus de moyens paie plus et vice-versa. Théoriquement, on ne peut pas établir de privilège ou établir l'impôt qui vise un individu. L'impôt est perçu par voie d'autorité. L'impôt est une obligation, et cette obligation provient de la reconnaissance de l'autorité établie. L'impôt est imposé du fait que tout citoyen doit contribuer obligatoirement à la charge publique. L'impôt est définitif. Cela revient à dire que le contribuable ne doit pas considérer l'impôt comme un prêt remboursable à une certaine échéance. Autrement dit, l'État ne rembourse jamais l'impôt perçu, sauf en cas de surplus. L'impôt est territorial. L'espace fiscal en rez-de-chaussée est le même que l'espace national, autrement dit, tous les revenus générés en rez-de-chaussée sont passibles d'impôt en rez-de-chaussée. Mais, en vertu de certaines conventions fiscales internationales, la souveraineté fiscale de l'État peut déborder ses frontières et vice-versa. Non-rétroactivité de l'impôt. L'impôt qui devrait être payé en l'an N ne doit plus être exigible en l'an N+1, au cas où il n'a pas été payé. Mais en cas d'évasion fiscale, il est payé moyennant pénalité. La non-double imposition. Aucune matière imposable ne peut être frappée 2 fois au cours d'un même exercice fiscal. C. Éléments constitutifs de l'impôt. L'impôt est constitué des éléments suivants. Matière imposable.
La matière imposable est l'élément ou la richesse économique, dans lesquels l'impôt prend directement sa source. La matière imposable est très diversifiée. Il peut s'agir des biens meubles, des biens immeubles, de services, de revenus, etc. La matière imposable peut être identifiée par recensement ou par déclaration. Le procédé de recensement consiste à rechercher la matière imposable par l'administration financière, en se déplaçant sur les lieux de l'assujetti. Cette procédure n'est pas applicable en rez-de-chaussée où le système fiscal est déclaratif. Selon ce système, l'assujetti lui-même procède à la déclaration de la matière imposable. Le défaut de déclaration ou la mauvaise foi engage la responsabilité de l'assujetti et entraîne le paiement du principal de l'impôt majoré d'une pénalité. Ce système n'exclut pas néanmoins la vérification de l'exactitude de la déclaration par les administrations financières. Base imposable ou assiette fiscale. La base imposable consiste à identifier la quantité ou le montant chiffré de la matière à imposer. Il convient de nuancer l'équivoque qui pourrait exister entre la matière imposable et la base imposable qu'on appelle également assiette fiscale. À titre d'exemple, une télévision étant la matière imposable à la taxe sur la valeur ajoutée TVA, la base imposable est le prix de vente. Le fait générateur de l'impôt. Le fait générateur est le phénomène, l'événement, l'opération, l'acte ou la situation juridique qui fait naître ou crée la dette fiscale. Le fait générateur engendre l'impôt sans le rendre exigible. L'exigibilité de l'impôt est le droit que fait valoir le Trésor à partir d'un moment déterminé auprès du redevable pour obtenir le paiement immédiat de l'impôt. Le fait générateur de l'impôt définit la nature de l'impôt et permet de préciser l'autorité publique, pouvoir central, province ou ETD, qui doit appliquer et prélever l'impôt. Personne imposable. La personne imposable est celle sur laquelle pèse la charge fiscale et qui procède au paiement de l'impôt. Il existe plusieurs vocables qui désignent la personne imposable: assujetti ou contribuable et redevable. L'assujetti est celui qui supporte l'impôt, et le redevable est celui qui le verse. Dans le cas de l'impôt indirect comme la TVA, la différence entre ces deux concepts apparaît clairement. L'assujetti est le consommateur qui supporte la TVA, alors que le redevable est l'entreprise qui collecte et verse l'impôt au fisc. Liquidation de l'impôt. Calculer ou, selon l'expression consacrée, liquider un impôt consiste à appliquer à la matière imposable le taux légal de l'impôt. La liquidation de l'impôt suppose donc la connaissance de la base taxable et du taux d'imposition. Ce dernier est défini dans le Code des impôts et le Code des douanes. Exigibilité de l'impôt. C'est la date à laquelle l'obligation fiscale doit être exécutée par l'assujetti ou le redevable. Le paiement ou recouvrement de l'impôt. Le recouvrement est l'ensemble des procédures financières par lesquelles l'impôt passe du patrimoine du contribuable dans les caisses du Trésor public. Le recouvrement est assumé par les comptables publics, qui ont le monopole du recouvrement des impôts. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de son recouvrement. Exonération au paiement de l'impôt. Pour une raison ou une autre, l'autorité compétente peut exempter une personne physique ou morale du paiement de l'impôt. Il s'agit là d'une exonération. Les exonérations sont réglementées par un arrêté du ministre des Finances. D. Classification des impôts. Le système fiscal congolais est déclaratif en ce sens que les contribuables dont la bonne foi est présumée souscrivent des déclarations réputées sincères et complètes et doivent être en mesure de justifier les éléments déclarés. Cependant, la loi reconnaît à l'administration fiscale le pouvoir de procéder à la vérification de la sincérité et de l'exactitude de la déclaration du contribuable. Par rapport au choix de la matière imposable, les impôts se classent comme suit. Impôt réel et impôt personnel. L'impôt réel est celui pour lequel seule la matière imposable est prise en considération, sans que compte soit tenu de la personne de l'assujetti, de sa situation ou de son degré d'aisance. Il en va ainsi de l'impôt foncier ou celui sur les véhicules. En revanche, l'impôt personnel est celui dont le taux varie en fonction de la situation personnelle et familiale de l'assujetti. Il en va ainsi de l'impôt sur les revenus professionnels, de l'impôt sur les successions, ou de celui qui frappe globalement l'ensemble des revenus de l'assujetti.
Impôt sur le capital, impôt sur le revenu ou impôt sur la dépense. Tout impôt est un prélèvement sur la richesse, mais celle-ci peut revêtir plusieurs formes. Quand il frappe la richesse constituée, acquise ou stabilisée, c'est-à-dire le patrimoine, on parle de l'impôt sur le capital. Quand il frappe la richesse à sa source, il s'appelle impôt sur le revenu, et lorsqu'il frappe la richesse au moment où elle quitte le patrimoine du contribuable, ce qui se manifeste par une dépense, il s'appelle impôt sur la consommation ou sur la dépense. Impôt global et impôt cédulaire. L'impôt global, appelé encore surtaxe, est un impôt synthétique frappant en bloc la totalité des revenus du contribuable, tandis que les impôts cédulaires, ou fragmentaires, sont ceux qui atteignent chacun une catégorie distincte de revenus, appliquant à chacun de ceux-ci une imposition différente. Selon le mode de calcul de l'impôt, l'on distingue impôt proportionnel et impôt progressif. L'impôt est dit proportionnel lorsqu'il frappe la matière imposable suivant un taux constant, quelle que soit l'importance des revenus imposés. Il y a donc proportionnalité entre le montant de l'impôt et les revenus de l'assujetti. L'impôt est dit progressif lorsque le taux d'imposition augmente à mesure que les revenus deviennent plus élevés. L'accroissement de l'impôt est ainsi plus que proportionnel à celui de la matière imposable. En fait, la progressivité des taux équivaut à la proportionnalité entre le montant de l'impôt et la capacité contributive de chaque citoyen. Selon le mode de paiement, on distingue l'impôt payable en numéraire et l'impôt payable par compensation. Le premier impôt est plus fréquent en rez-de-chaussée. Le deuxième consiste à diminuer un autre impôt si une somme a été payée en trop à propos d'un impôt. Selon le choix de la matière et le mode de calcul en même temps. Impôt direct et impôt indirect. La classification de l'impôt en direct ou indirect est la classification fondamentale, dans la mesure où elle concerne à la fois l'assiette, la liquidation, le recouvrement, le régime juridique et même le contentieux de l'impôt. Il en découle une définition administrative et une définition technique. Sur le plan administratif, l'impôt direct intervient lorsqu'il existe une relation directe entre les contribuables et l'administration fiscale, alors que les impôts indirects font intervenir un tiers collecteur qui réserve les produits au trésor public ou à l'administration fiscale. Sur le plan technique, la différence entre impôt direct et impôt indirect est fondée sur les données mêmes de l'imposition, c'est-à-dire la matière imposable. L'impôt direct est un impôt permanent, dont le fait générateur tombe à date fixe et qui frappe périodiquement la matière imposable. Il frappe les assujettis directement et définitivement en raison de ce qu'ils gagnent ou ils possèdent. Cette matière imposable est frappée de façon stable et permanente, c'est-à-dire à un taux ou un barème bien déterminé à intervalles réguliers. Parmi les impôts directs, il existe l'impôt sur les bénéfices et profits, impôt des sociétés, l'impôt sur le revenu professionnel, impôt des personnes physiques, l'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif, etc. L'impôt indirect, en revanche, est un impôt intermittent, atteignant des faits accidentels ou imprévisibles, dont la date de survenance échappe au législateur. Ce sont des impôts imprévisibles, puisqu'ils frappent les assujettis individuellement à l'occasion de dépenses qu'ils décident d'engager. Rentrent dans la catégorie d'impôts indirects, les impôts indirects généraux et les impôts indirects spécifiques. L'impôt indirect général le plus connu est la TVA. La TVA est un impôt général sur les biens et services. Il existe 3 sortes de TVA. I. La TVA perçue au régime intérieur, 2. La TVA à l'importation et 3. La TVA à l'exportation. La TVA perçue au régime intérieur concerne l'achat des biens et services à l'intérieur du pays. Les opérations d'importation et d'exportation des biens et services sont assorties de la TVA à l'entrée des marchandises ou des biens, désignée par TVA à l'importation, et de la TVA à la sortie des marchandises, appelée TVA à l'exportation. Dans le cadre des impôts indirects spécifiques, on peut citer I. les droits de douane et 2. les droits d'accise. Lorsque les personnes morales ou physiques importent ou exportent des marchandises ou des biens, le pouvoir public prélève des droits se rapportant soit à l'entrée, importation, soit à la sortie, exportation de celle-ci qu'on appelle droit de douane. Il existe de ce fait le droit de douane à l'importation et le droit de douane à l'exportation.
Le droit d'accise ou droit de consommation est un prélèvement opéré sur les marchandises produites localement au pays ou importées, bière, savon, la cigarette, etc. On parle du droit d'accise au régime intérieur pour le premier cas, et du droit d'accise à l'importation pour le second. Les taxes. A. Définition. La taxe est définie comme un prélèvement opéré sur l'usage d'un service, mais sans que ce prélèvement ait une corrélation avec le coût du service qui est rendu. C'est la contrepartie monétaire d'un service rendu. La taxe, contrairement à l'impôt, a en principe une contrepartie directe et visible. C'est le cas par exemple du document d'autorisation de bâtir livré par l'autorité publique, sur demande de l'intéressé moyennant le paiement de certains frais, avant d'entamer les travaux de construction d'un immeuble. B. Types de taxes. Il existe 3 types de taxes. I. Les taxes parafiscales, 2. La redevance et 3. Les taxes administratives. Les taxes administratives. Les taxes administratives sont les produits de services que chaque ministère et service générateur de recettes fait taxer à tous les utilisateurs des dits services. Il s'agit du prix acquitté par tout usager d'un service public en contrepartie des prestations ou avantages qu'il retire de ce service. La redevance. La redevance est une somme versée à échéance périodique, en contrepartie d'un avantage concédé contractuellement. C'est une somme d'argent due en contrepartie de l'utilisation des services publics, d'une concession, etc. La redevance suppose une proportionnalité entre le montant à payer et l'utilisation du service public. Les taxes parafiscales. Les taxes parafiscales sont des prélèvements opérés sur les usagers par certains organismes publics ou semi-publics, économiques ou sociaux, en vue d'assurer leur financement autonome. Tel est le cas des cotisations versées par les employeurs et travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. L'emprunt, l'endettement. L'emprunt est un procédé qui permet de se procurer des ressources en promettant aux souscripteurs qui les apportent volontairement divers aspects tels que le paiement des intérêts et le remboursement futur selon un échéancier. En d'autres termes, l'emprunt est une somme d'argent prêtée à une personne physique ou morale par une autre pour lui permettre de procéder à une dépense sans avoir, ou posséder immédiatement, le montant. Dans la gestion des finances publiques, lorsque les recettes issues des impôts, taxes, droits et redevances ne suffisent pas pour couvrir l'ensemble des dépenses de l'État, celui-ci peut recourir à l'emprunt sur le marché monétaire et financier, en émettant de titres, notamment des bons et obligations du Trésor. Jadis, les États recouraient à l'emprunt perpétuel, dette viagère. Les particuliers prêtaient à l'État sous forme des titres, appelés titres viagers. Ce mode d'emprunt consistait à prêter une somme d'argent à l'État sans récupérer le capital. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.